Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo, yo, yo. Bonjour tout le monde, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Donc, comme à l'habitude, pendant la saison estivale, on vous abreuve de vos takes. C'est ça, on vous donne le micro. Vous avez parfois des choses à nous dire, d'autres fois c'est des questions, donc ça part. Puis profitez de cette période estivale pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez écouté Café Snake à travers l'année. Et on va revenir en force éventuellement. Donc, passez un bel été. Bon été! Les lignes ouvertes. J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes. De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Il y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts. La société en général. Bah, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... On va écouter le message de Hello. Allô, j'avais envie de vous entendre parler de la slopification du commentary YouTube ou des vidéos de commentaires sur YouTube. Ça fait longtemps que j'écoute des vidéos de ce genre-là sur YouTube, avec de personnes qui font des commentaires humoristiques sur des situations, surtout par rapport à la culture web. Par exemple, Curtis Conner, Joe Gooden, ils font ce genre de vidéos-là. Puis, mais récemment, j'ai vu passer sur mon feed sur YouTube une vidéo qui s'appelle Commentary is Low-Key Bad de Doughty, qui m'a vraiment fait réfléchir à la slopification dans ce genre de vidéos YouTube-là. Moi, je prenais vraiment ce genre de vidéos-là comme une manière de me stimuler intellectuellement puis de m'informer sur des coins de la culture web que je connaissais pas vraiment à cause que mon algorithme ne m'amenait pas là. Puis récemment, je trouve que toutes ces vidéos-là, ils ressemblent un peu à la même chose. Puis c'est ça que Doughty rapporte, là, que ces vidéos-là, c'est rendu un peu de la slop qui commente sur d'autres slops. Par exemple, tu peux trouver probablement, je sais pas, 20 vidéos de YouTubers assez populaires sur la AI Fruit Slop qui amènent tous les mêmes points pour critiquer le AI Fruit Slop puis qui en même temps font un peu la promotion de ces vidéos-là parce qu'ils réagissent à ces vidéos-là en les écoutant puis en disant des commentaires drôles. Ça m'a vraiment fait réfléchir à ma relation à ce genre de vidéos-là puis au fait que c'était un peu de la slop dans le fond qui se dit pourtant critique de la slop. Fait que j'avais envie de vous entendre parler à ce sujet-là. Merci. Merci, Hello. Ouais, merci Hello pour ton take. En tant que retired commentary YouTuber, retired on a hiatus. Ah ouais? Ok. Je vais revenir dans mon commentary aider un jour. Non, je trouve ça full intéressant parce que, pour les gens qui savent pas, en 2019 puis 2022, j'ai produit peut-être plus que 170 vidéos de commentary sur ma chaîne YouTube Mère de Laval. Il y avait pas vraiment de chaîne de commentary. Quand j'ai commencé ça, c'était quand il y avait l'avènement de chaînes comme t'as mentionné dans ton message, Hello, fait que Curtis Conner, Joe Gooden, qui est genre la version 2.0 du commentary community peut-être des années 2010, où c'était plus orienté autour du reaction vidéo, mais c'était moins dans le monologue, mais ça dépend. Des vidéos de Curtis Conner aussi, des fois ça va être des reaction vidéos, mais on était plus dans le Codico era, qui était vraiment plus dans la satire, dans l'humour, plus ça a pris une tangente, même avec d'autres gens qui ont pris leur retraite maintenant, que leur nom m'échappe, mais surtout pendant la COVID, là, je pense à un gars en particulier. D'Angelo Wallace. Il faisait comme du commentary, mais genre prestige commentary, tu sais, qui est comme... Prestige? Ouais, dans le sens que c'est comme un peu plus élevé intellectuellement. Ok. Mais ça restait du commentary, pareil, ça avait les mêmes codes, le même humour. Curtis Conner, j'étais tombée sur quelques-uns de ses vidéos. J'en avais même parlé à mon ami. C'est un humoriste torontois, il me semble. Il est devenu humoriste, mais à la base, c'est un commentary. Puis, tu sais, il faisait des vidéos de style j'ai regardé tel film horrible, je vous en parle. Ouais, ou c'était plus culture web based, genre, c'était ce YouTuber, fuck Logan Paul, fuck Jake Paul, des affaires de même. Mais humoristique. Ouais, humoristique, mais c'est ça. Il y a de quoi déjà dans qu'est-ce que tu dis. Moi, je l'ai vu first hand. Surtout quelqu'un comme Curtis Conner ou même Codico, là, qui est genre rendu DJ, qui est paria de l'internet, whatever. Paria. Ouais. Moi, je pense personnellement qu'à un moment donné, tu age out of it. Tu vieillis. Avec ta question, j'allais voir c'était quoi la nouvelle vidéo de Joe Gooden. Les gars sont rendus dans la mi-trentaine, en train de faire les mêmes vidéos qu'ils faisaient quand il avait 23 ans. Il y a plus le même spark. Moi, Peut-être qu'il y a une forme de surenchère aussi
aussi où, à mesure que ce genre-là est devenu populaire, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont fait, puis à un moment donné, il y a pas tant de choses à dire. Il y aura toujours des nouvelles choses à dire. Non. C'est juste que faire ça chaque semaine, ça prend du jus de ton âme. Des fois, j'ai regardé des vidéos que j'ai faites, j'étais comme, ouais, c'est nice, il y a des bonnes jokes dedans, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là, vraiment? Il y a même une caption de moi, j'avais posté sur Instagram, hey, une nouvelle vidéo, j'en vois que je viens de passer ma journée à faire ça. T'sais, j'étais déjà en remise en question de qu'est-ce que je prenais mon temps pour faire. Puis ça vient aussi avec le current, surtout au Québec, il y avait pas de commentary YouTuber, fait que moi, une des plus grosses critiques qu'on me disait dans le temps que je faisais du commentary, c'était, ah, t'as vraiment du temps à perdre, pourquoi tu fais ça? Vu que ça existait pas, genre, ça faisait pas partie du quotidien YouTube, c'était comme, hey, c'est vraiment un loser de prendre ton temps pour faire des vidéos de commentary. Et quand j'ai rencontré Mounir, il était déjà un peu sur son hiatus, là, comme on dit, tu sais, il avait arrêté de faire des vidéos de commentariat. Puis j'étais dans essayer de faire d'autres projets, certains ont abouti, d'autres ont pas abouti. Je pense que l'affaire numéro 1, puis ça semble cliché, les gens font des vidéos chaque semaine parce qu'ils ont besoin d'argent pour payer leur loyer. Quand tu rentres dans ce loop-là, puis que tu décides que tu vas vivre ta vie avec AdSense, le programme de paiement de partenariat de Google, donc AdSense, c'est le service de publicité de Google, quand tu décides que tu vas payer ton loyer avec ça, ben il faut que tu poses des vidéos. Donc ça devient plus quelque chose que tu fais parce que t'as vraiment le goût de parler de tel sujet, puis t'as tellement des trucs à dire. C'est vraiment un impératif financier. Moi, je trouve que c'est le plus gros luxe dans la vie de YouTuber de pas avoir à upload chaque semaine. De vraiment prendre ton temps, travailler sur des projets, puis là, de les partager sur YouTube. Moi, dans ma tête, c'était ça l'objectif. Il y a de quoi aussi par rapport à ton ego de genre, ah, mais je veux rester dans la tête des gens, pas qu'on m'oublie. Mais il y a cette idée aussi que si t'arrêtes de publier pendant un certain temps sur YouTube, l'algorithme va te défavoriser. C'était ça qui avait beaucoup été reproché à YouTube. Ouais, pendant un certain temps, du moins, là. Puis là, il y avait comme eu une vague de burn-out de créateurs. Ah ouais. Puis là, YouTube avait fait un immense communiqué pour dire « Hey, c'est plus vrai, ça. Vous pouvez prendre des breaks. Ça va pas défavoriser votre chaîne YouTube. » Mais c'est juste la force des choses. Même si YouTube dit qu'il défavorise pas, c'est juste que quand tu rentres dans la grille de quelqu'un, par les habitudes de consommation, YouTube veut que la personne passe le plus de temps sur le site. Si ça fait longtemps qu'elle a pas checké tes vidéos, puis que là, tu poses, peut-être qu'il va pas avoir de désavantages. Il y a un recency bias. Si tu le vois récemment dans ton algorithme, il va le repopper. Si tu l'as pas vu, il y aura moins de chances qu'il repop, même s'il y a pas de désavantages built-in. C'est juste la force des choses. T'existes moins dans l'esprit des gens. S'il y a de quoi dans être forcé à devoir poster des vidéos qui fait en sorte que ça devient du slop. Même moi, si vous avez pas écouté encore, j'ai fait une entrevue avec la chaîne YouTube Mass. J'ai dit, il y a quand même une couple de vidéos sur ma chaîne que c'est du slop. C'était avant qu'on entende ta question. Fait que même moi, quand j'observe certaines vidéos que j'ai fait, je me rappelle un peu du contexte. Je suis comme, oh my god, j'avais besoin d'une vidéo. Je suis tombé sur ça, j'ai fait cette vidéo. Je la regarde maintenant. Est-ce que je stakerais genre, oh my god, tu veux savoir c'est quoi mon œuvre? Écoute cette vidéo puis tu vas catcher le mouvement. Non. Dans les commentaires, par exemple, le monde a apprécié la vidéo. Ouais. Parce que ça en prend pas beaucoup nécessairement. Tu sais, le monde, ils sont attachés à ta personnalité, à ton univers. C'est feel good de regarder ton contenu. Avec YouTube, il y a cette idée-là qu'ils s'attendent pas tout le temps à du Hitchcock, là. Ils veulent pas un chef-d'œuvre plus qu'une présence régulière dans leur vie, un rendez-vous télévisuel. Il y a ça. Puis après, je pense qu'il y a de quoi, puis même dans la vidéo que t'as mentionné, qui se veut comme une espèce d'essai vidéo de commentaires, il y a de quoi aussi qui est arrivé avec cette classe de YouTubers de commentary qui a essayé ou qui a réussi à migrer vers le monde des essais vidéo. Beaucoup des vidéos de ces gens-là deviennent un peu plus tard des espèces d'essais vidéo avec une prise de parole un peu plus intellectuelle ou une volonté d'intellectualisme. Quand j'observe un commentary YouTuber qui a comme essayé d'aller à un next step puis qui fait pas juste comme milk la même affaire, parce qu'à la fin de la journée, c'est drôle parce que sur YouTube, c'est quoi le commentary channel qui get le plus de views, qui a le plus d'impact culturel? C'est Charlie de Penguin Zio. Genre, lui, il fait ça depuis 10 ans. C'est le gars avec le ton le plus monotone qui fait juste répéter les sections commentaires de tweets sur un sujet. Il dit rien d'original. C'est du pur slop, les vidéos de Charlie. Et pour les gens qui connaissent YouTube, vous savez exactement de quoi je parle. Mais c'est la chaîne YouTube qui get systématiquement... Ouais, tu vois, je sais même pas de quoi tu Non, mais parles. si je te montrais sa tête... Peux-tu mettre un extrait? There are few names as iconic as Steven Spielberg in the film industry. For the longest time, his name was synonymous with high-quality blockbuster cinema. A lot of people were really excited as like a return to form for Spielberg, and I've just seen it. It's like not great. I don't think it's like a terrible movie, but it's a letdown. Lui, il y a aucun montage, il y a rien du tout. Il est assis devant son setup gaming. Il a l'air d'un chill dude, puis il est comme I just saw Backrooms and I thought... Il se fait ventriloque, là. C'est même pas son point de vue à lui, il fait juste lire l'internet. Genre. Puis tu sais, comme t'as dit dans ton message, que genre, ah ouais, ben tu sais, finalement, je regarde les vidéos sur le AI Fruits Lab, puis tout le monde dit la même chose. Mais c'est parce que l'internet, en fait, fonctionne beaucoup comme ça, genre la dispersion d'opinion. C'est des mimes. Le monde, il répète des mimes. Ils reprennent une opinion, ils vont peut-être y ajouter une certaine
certaine variation. Ben oui, puis maintenant on le voit avec les sections commentaires, tu sais, comme mettons sur Ken Parsons puis son âge. Là, il y a comme plein de jokes de memes sur genre son âge. Ben tu vas voir ces top comments-là, tu vas les voir sur le tweet, sur le thread Reddit, dans un TikTok. Les comments qui fonctionnent bien avec les likes dans les sections commentaires sont repris sur différentes plateformes. Puis vu que les gens, ils consomment pas nécessairement Twitter, TikTok, Instagram, ben ils ont jamais vu ce commentaire-là. Okay. Fait que là, il y a plein de likes aussi là-dedans. Mais c'est peut-être structurel aussi, genre dans le sens où comme oui, les humains fonctionnent par imitation, mais il y a quelque chose dans l'architecture des plateformes qu'on utilise qui favorise une forme d'imitation. On trouve une formule qui fonctionne puis on la réplique. C'est pas pour me flatter dans le dos pis tout, mais genre, je trouve quand je regarde mes vidéos de commentary, j'ai comme le luxe qu'il y avait pas vraiment de gens dans ce space-là au Québec. Il y a de quoi de quand même inusité avec une langue québécoise, une voix québécoise, puis aussi mon incarnation de ce qui est être québécois, qui est full influencé par avoir grandi à Laval, avoir habité à Montréal, mon univers culturel qui est différent de lui, qui est framé par genre les médias québécois, que c'était ça qui était aussi intéressant. L'univers québécois, il est différent du tien. Exact, c'est ça. Puis je pense que de l'avoir mis sur vidéo YouTube de moi à cet âge-là, je trouve qu'il y a de la valeur archivistique. J'ai juste ouvert ma cam puis je me suis fait, il n'y avait pas de démarche. Je sortais les premières vidéos. Sa première vidéo, en fait, il l'a publiée sur Facebook. Scoop, je dirais c'est un mix d'actualité puis de commentariat sur la législation du web. T'es quand même resté dans une certaine tangente. Puis tu l'as dit un peu dans ton message sur c'est quoi l'usage que tu fais de ces vidéos-là, c'est que oui, c'est pour entendre leurs réflexions, mais c'est aussi pour t'informer. Puis je pense que moi, c'est de quoi que j'avais compris assez rapidement. Puis là, désolé de parler de ma chaîne YouTube, mais c'est une question sur le commentary YouTube, fait que c'est comme... Mais non, vas-y. Mais il y avait de quoi que j'avais compris quand même rapidement, c'est que je contrôle pas l'usage que les gens font de ma chaîne. Fait que si moi, je fais du commentary puis je veux donner mon avis sur peu importe le sujet, là, que ce soit la controverse d'un influenceur ou un fait d'actualité, pour que les gens comprennent, j'étais comme, ben je vais pas prendre pour acquis que les gens suivent ça. Fait que je vais expliquer qu'est-ce qui se passe avant de donner mon opinion. Mais comment je l'explique, ça va être teinté par mon opinion. Puis après, je vais faire mes petites jokes, je vais dire qu'est-ce que je pense. Puis ça, en fait, ce format-là, ça faisait en sorte que moi, je voyais dans les commentaires des gens qui étaient comme, oh my god, je suis rien, une chance, j'ai checké ta vidéo, là, merci d'avoir expliqué ce qui se passait. Fait que là, tu réalises que le monde utilise ton contenu, pas juste pour comme avoir une perspective alternative sur de quoi qu'ils pensent déjà. Il y a du monde de même dans les commentaires. Mais une des grosses parties des gens, c'est du monde qui l'utilise pour suivre qu'est-ce qui se passe, pour avoir de l'information. Puis ça passait du fait que justement, on est dans cette espèce de 15 ans de transition médiatique. Les gens, surtout les gens de mon âge, écoutent plus tant la télé. Il y avait pas de vidéo qui décortiquait la loi 21 sur YouTube en 2019. Il y avait mon vidéo. Ta première vidéo sur Facebook, ça sur parlait... le net neutrality, c'était aux États-Unis. Sur Reddit, il y avait eu une journée de mobilisation. La neutralité du web. Ouais, il y avait eu une immense journée de mobilisation sur Reddit où est-ce que toutes les subreddits avaient fait de grève. On est en 2017, mais là, c'était le bout où est-ce que Reddit était le plus woke quand The Donald s'est fait ban. OK. Puis là, c'était comme, OK, tous les gros subreddits font une journée de grève. L'Internet est tellement plus de même. Fait que ouais, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, puis c'est pas nécessairement la meilleure vidéo, mais je respecte l'impulsion d'avoir fait cette vidéo de moi de 20 ans. Fait que c'est ça, tu contrôles pas comment le monde utilise tes vidéos, puis ça devient un vecteur d'information. Puis là, on parle d'info-influenceur, mais c'est pas nécessairement intentionnel que tu deviennes un info-influenceur. Le monde utilise ça de même, fait qu'il y a de quoi dans les productions de Drew Gooden ou de whatever, tout le commentary space que je connais pas, qui est quand même adjacent à l'information. Puis après, moi, une subculture que genre je connais vaguement, parce que j'ai déjà suivi des dramas de même, mais mettons chez des jeunes alpha, eux ils vont suivre des VTubers qui font du commentary sur des vidéos de parcours Minecraft. C'est un gros space, puis c'est sur YouTube Shorts, puis ça a des millions de vues. Ils font du commentariat sur quoi exactement? Sur la controverse récente de ce créateur-là, où je me suis pogné avec tel créateur, ou cette update de Minecraft. La politique. Non, mais ça a rapport, mais c'est politique un peu, parce qu'il y a des morales, des values qui sont displayés par ces créateurs-là, puis c'est comme vraiment un tout autre endroit qui est full populaire, surtout pendant la pandémie. Je pense que le commentary va tout le temps exister, mais je pense qu'il y a de quoi dans comment c'est construit, que c'est un young person game. À moins que ça soit fait dans un streaming. Moi, je pense que le streaming, c'est l'évolution du commentary YouTube. C'est comme moi, mes vidéos sur YouTube étaient non scriptées, là. Je savais un peu de quoi d'avance que j'allais dire, mais qu'est-ce qui était intéressant, c'est quand je partais sur des espèces de longues envolées et que je pouvais pas planifier. Bah, sinon, ça les rendait mauvaises, tu sais. Comme c'était ça qui était drôle. Non seulement le viewer sait pas qu'est-ce que je vais dire, mais moi, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. C'est ça qui faisait rire le monde. Fait que ça, tu peux pas le scripter. Mais ça se porte très bien à Twitch.
OK. Oui, le commentary a évolué, mais ça va être des figures comme Hassan, comme Asmongold, puis qui vont incarner genre les deux pôles, I guess, de ça. Mais que c'est bidirectionnel aussi, parce que t'es en relation toujours, il y a une personne qui t'écoute puis qui peut interagir, le chat. Exact, c'est ça. Peak commentary, c'est le chat. Fait que ouais, moi je suis d'accord que ça ressemble à du slop, puis j'écoute plus ça vraiment en fait, des commentary YouTubers. En est, je migrais commencer à écouter des espèces de slop vidéo essais de trajectoire de créateurs comme Turkey Tom. Moi je le vois purement d'un point de vue de divertissement. Bon, ben merci, Hello. Donc là, on va écouter le message de Narf. Bonjour Daphné, bonjour Mounir. J'aimerais ça avoir votre opinion sur les géants du web. Je sais pas si c'est pour vous, là, mais moi, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont tannés des grosses compagnies de l'Internet, que ce soit Google, Amazon, Facebook, et qui cherchent des alternatives ou qui songent à changer ou à réduire leur utilisation, qui vont soit réduire l'utilisation de leur téléphone ou de le temps qu'ils passent devant les écrans, ou ils vont arrêter d'utiliser, un peu comme les gens qui deviennent véganes, là, qui décident, genre, ce n'est pas pour moi, je vais cesser de l'utiliser. Et je me demandais à quel point c'est pas un peu... tu sais, d'un côté, c'est très difficile de faire ça parce que c'est des outils qui sont extrêmement utiles, même quasiment nécessaires pour vivre en société de nos jours. Tu sais, se passer de Google Maps, mettons, c'est très difficile. Et donc, je me demande si ce qu'on n'aime pas quand on dit qu'on veut quitter ces outils-là, est-ce que ce qu'on n'aime pas, c'est les outils ou on pourrait pas s'imaginer une version de ces mêmes outils-là, mais qui fonctionnerait pour nous plutôt que pour faire le plus d'argent possible aux actionnaires puis aux CEO de ces grosses compagnies-là? Est-ce qu'on peut s'imaginer un monde où est-ce que les outils numériques seraient, je sais pas moi, nationalisés, un peu comme Hydro-Québec? Hydro-Québec, si je me trompe pas, il y a eu des vagues de nationalisation, c'est-à-dire que c'était des dizaines, voire, je sais pas, peut-être une centaine de compagnies privées d'électricité au Québec dans les années 40, 60, je pense, où est-ce que là, ils ont nationalisé, exproprié toutes ces compagnies-là pour dire, là, ça suffit, le niaisage, c'est trop le bordel, fait qu'on va faire une seule compagnie et on va prendre le contrôle, je sais pas moi, démocratiquement dans la société. Fait qu'est-ce qu'on serait pas rendu là à faire la même chose pour l'Internet, pour les réseaux d'Internet, les fournisseurs d'Internet, mais aussi pour les grosses compagnies du web, pour dire que genre, au lieu de Facebook, au lieu de dire qu'on veut abolir Google ou arrêter d'utiliser Google, boycotter Google, qu'on dise genre, non, Google, c'est utile. On veut pas avoir 1000 compagnies qui offrent un service comme Google. On veut juste avoir un seul Google parce que c'est plus efficace comme ça, ou un seul Facebook, mais il est sous contrôle de nous tous, plutôt que d'être sous contrôle d'une poignée d'actionnaires riches. Fait que, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes des personnes bien intelligentes, alors je suis sûr que vous allez avoir des choses bien intelligentes à dire à ce sujet. Merci beaucoup. Merci, Nerf. Ouais, merci pour ton take. Je pense que premièrement, une des affaires qui fait en sorte que ces outils soient tant indispensables, puis là, tu sais, il y a différents types d'outils. C'est sûr qu'un navigateur comme Google Maps, ça a différentes portées que, mettons, un réseau social ou une plateforme ou une suite comme Adobe, par exemple. Toutes ces choses-là sont toutes des solutions, des produits différents. Et juste à la fin du message, toute l'idée de la nationalisation puis la comparaison avec Hydro-Québec, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement différent dans le sens que nationaliser les compagnies privées d'électricité au Québec, ça a un enjeu avec le territoire. On veut être souverain énergétiquement sur notre territoire. Puis tu sais, dans le contexte historique que c'est arrivé, on commençait à avoir le développement de la baie James. Puis tu sais, Hydro-Québec existait avant qu'elle incorpore toutes les autres compagnies privées d'électricité. Fait que ça a juste été des fusions. Puis Hydro-Québec avait déjà entamé le développement de certains projets sur la baie James. Fait que ça s'est tout rejoint à ça. Puis tu sais, ça s'est pas fait aussi dans la consensualité. René Lévesque a littéralement dû genre menacer Jean Lesage pour le convaincre d'aller de l'avant parce qu'il y avait plein de forces. Ça peut avoir avec ta question, mais c'est quand même intéressant. Mais c'était-tu un processus démocratique? Ben, je veux dire, c'est le premier ministre qui a décidé, mais... Et fait que c'était... Ouais, mais je veux dire, dans le gouvernement en place, puis dans la société civile québécoise, il y avait beaucoup de voix qui étaient en désaccord avec ça, dont pas un shocker fucking Pierre-Éliott Trudeau qui était pas d'accord avec ça, qui trouvait que c'est pas une bonne idée. L'histoire lui aura pas donné raison. C'est très ancré dans le territoire. Puis mettons, par exemple, dire on va nationaliser Google, le but de l'Internet aussi, c'est mondial. T'sais. Fait que je sais pas si dans la réalité où il y aurait une nationalisation de Google, t'envisages un gouvernement unique mondial, puis là, ça appartient à toute l'humanité. Tu pourrais pas vraiment faire ça. Peut-être que offrir des produits numériques, puis je pense qu'on a déjà parlé de ça un peu dans Café Snake, avec, je pense, c'était la France. Ouais, ben il y a des initiatives en Europe qui lancent un clone de Google Docs, puis
qui est la suite de Microsoft, qui s'appelle Docs. Notamment en France, là, il y a comme une suite d'applications, la suite numérique. C'est pas en ce moment, je pense, disponible au grand public, mais c'est l'est pour certaines entreprises, institutions. Donc, on va retrouver, par exemple, l'équivalent français de Zoom, de Meet, un clone de Gmail, une alternative aussi à WeTransfer qui s'appelle Friends Transfer. Fait que ça, je pense que ça pourrait exister, effectivement, là. L'objectif derrière ça, c'est remplacer les logiciels étrangers pour limiter la dépendance technologique de la France aux États-Unis à cause notamment des tensions géopolitiques. Puis aussi, c'est parce que l'argument, mettons, d'un point de vue de croissance économique, par exemple, c'est comme beaucoup de la valeur qui a été accumulée par ces compagnies technologiques, elle s'en va à la Silicon Valley. Tu sais, mettons, à part Shopify au Canada, ces grosses compagnies-là des secteurs de la technologie qui sont un immense pourcentage du S&P 500 aux États-Unis, ben toute cette richesse-là, en ce moment, elle reste aux États-Unis. Fait que... Oui et non, moi, je te dirais, parce que ce qui est inquiétant, on parle de GAFAM ou des grosses compagnies. Oui, ils sont dans des indices boursiers comme le S&P 500. Ils sont aussi dans des espèces de packages d'investissement avec la plupart des banques. Ce sont des compagnies dans lesquelles, par exemple, la Caisse de dépôt investit notamment. Fait que c'est bizarre, mais même les Québécois sont liés à ces grosses compagnies-là, puis on investit collectivement puis individuellement dans ces entreprises-là américaines. Ouais, 100%, ça je comprends de ce point de vue-là, là, d'investissement, mais je parle juste comme en termes d'emploi puis de travail. Beaucoup des emplois, le bureau de Google à Montréal est pas très gros. Microsoft, je sais même pas s'il y en a un. Justement, le Shopify a décidé d'ouvrir un bureau à Montréal, mais avant, il n'y en avait pas. Mais tu sais, ça, c'est une compagnie canadienne. Et je pense que, oui, il y a les espèces de solutions logicielles, mais je pense aussi que le nerf de la guerre qu'on parle pas beaucoup, c'est dans le hardware. Les gens qui construisent, mettons, comme Nvidia, puis les chips, puis les cartes graphiques, puis les processeurs, Intel, Apple, qui est gros dans le hardware. Là. Avant, on avait REM, Research in Motion, justement, qui faisait les BlackBerry. Peut-être ça aurait pu être ça s'ils n'étaient pas entêtés tant que ça avec leur clavier, puis ils s'étaient pas fait dépasser par Steve Jobs. Il y a aussi, dans ces industries-là, un complet effacement de notre présence ou de notre innovation dans ces terrains-là. Après, l'idée de les quitter, je trouve ça louable, mais... Ça dépend aussi quelle position tu occupes. Si, par exemple, même t'es prof, ben t'as besoin d'utiliser une suite de logiciels, ils vont t'obliger à avoir Microsoft Teams ou je sais pas trop, au sein, mettons, de la commission scolaire de Montréal. Il y a comme presque un impératif au niveau du marché du travail. Fait que c'est un privilège là, pour ceux qui sont capables de s'en départir. C'est comme, par exemple, justement, Radio-Canada, eux sont tout intégrés, ils sont dans G Suite, tout sur Google, tout leur transfert de données, ils vont les faire avec Drive. Tout le monde de l'audiovisuel, donc la télé puis tout ça, le cinéma, est très dépendant de Adobe avec des produits comme Frame.io, comme Premiere. C'est toutes des compagnies américaines. Est-ce qu'on pourrait créer leur penchant? Moi, je pense que ça part mal si on regarde les dossiers de transformation numérique au niveau provincial. On en a parlé souvent, là, la gestion des dossiers. Par exemple, récemment, je parlais du dossier santé numérique avec un contrat là, qui frôle les presque milliards de dollars avec Epic Systems, qui est une immense compagnie américaine. Mounir parlait de sous-traitance aussi au sein du gouvernement. Toutes les SaaS, là, donc SAP, tout ça. On met des milliards dans des compagnies qui sont pas du tout québécoises, puis je pense qu'on sous-traite beaucoup dans ce domaine-là, le numérique, l'informatique, au lieu de développer notre expertise ici. Puis je pense qu'à la longue, ça va être vraiment un immense talon d'Achille pour le Québec. C'était d'ailleurs une des recommandations là, du rapport de la commission Galant qui c'est drôle quand parce que j'étais tombé là-dessus, j'étais comme oh shit, ils ont dû écouter Café Sneak parce qu'ils présentaient ça un peu comme cette idée-là. Moi j'avais dit, tu sais, le gouvernement dans le fond, qu'est-ce qu'il devrait créer? C'est genre un peu reprendre l'éthos de la tech startup, mais genre à l'intérieur du gouvernement, puis tout de suite commencer, pas juste avec des solutions clients, mais tout le back-end, donc toutes les données, là, commencer à faire de l'ordre là-dedans, puis à structurer ça, parce que c'est un des gros problèmes, par exemple, de toutes ces intégrations-là. C'est pas créer un site web, c'est pas ça vraiment le gros problème. À la base, c'est juste gérer tout le backlog de data qu'on a. Je pense que c'est Éric Kerr qui avait dit ça à la commission Galant. C'est que nous, genre, comme individus, comme citoyens, par exemple, dans tous les systèmes de l'État québécois, on existe de plus de 120 façons différentes. Il y a plus de 120 Mounir Kadouri, que ce soit genre à l'assurance maladie, à la SAQ, toutes à la SAQ. Je veux dire à la SAQ. Ouais, en tout cas, ton dossier, là, il est pas très clair. Dire, à la SAQ, par exemple, à Revenu Québec, au lieu que ce soit comme intégré, tu sais, comme une espèce de profile. Centralisé. On a le Service québécois de changement d'adresse qui a réussi un peu à unifier tout ça, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire, le Service québécois de changement d'adresse? C'est qu'il va aller manuellement changer ton adresse dans toutes ces affaires-là. C'est juste qu'on a créé un espèce de site où est-ce que tu peux faire une demande, mais elle va quand même être faite 5 fois. Là. Ouais. Je pense que, tu sais, vraiment, là, s'il y avait quelque chose à faire, là, quand on parle de nationalisation
aspiration, un chantier ambitieux. Ça serait pas de créer un Facebook québécois ou un YouTube québécois. Comme tu dis, les réseaux sociaux comme ça, leur intérêt, c'est qu'ils sont mondiaux. C'est comme un tissu qui nous relie au monde, là. Ça serait vraiment de développer à l'intérieur de l'État une indépendance numérique comme des systèmes, par exemple en santé, qui n'auraient pas à voir avec des compagnies, des sous-traitants. Vraiment qu'on aurait l'expertise in-house. Puis moi, ce qui m'inquiète aussi, surtout dans tout ça, là, tu sais, avec les dossiers qu'on a vu un petit peu péricliter là, dans les dernières années, c'est surtout le manque de littératie médiatique puis numérique de nos dirigeants. Puis c'est eux, en ce moment, qui ont ces grandes décisions-là à prendre, ces chantiers à partir ou, tu sais, à engranger. Ben, ils sont pas à même de prendre des décisions pour notre futur parce qu'ils comprennent même pas ces structures-là. Puis tu sais, aussi en termes de méthodes de développement, juste dans l'infrastructure nuagique de données, il y a des compagnies qui font ça, qui essayent de grossir au Québec. Il y avait une compagnie, il y a une compagnie qui s'appelle Qscale qui offre ces services-là, qui est en pleine croissance puis qui cherchait des nouvelles rondes d'investisseurs, puis qui a vu qu'il y avait pas nécessairement de capitaux prêts à investir, puis il y a des gens qui blâment le gouvernement pour ça. Ben, elle a vendu une des bonnes parts de sa partie à Goldman Sachs. Aussi, même les compagnies qu'on fonde ici, il y a pas nécessairement le capital pour suivre les espèces de croissance exponentielle que suivent toutes ces compagnies-là, fait qu'ils sont obligés d'être comme vendus à des intérêts étrangers. Mais les croissances exponentielles, j'ai l'impression que dans le domaine de la tech, sont liées à la spéculation plus qu'à, tu sais, un rendement réel. Ben, ça dépend, parce que quand t'es dans l'info nuagique puis dans les données, c'est juste que t'as besoin d'infrastructures. Il y a un problème que je vois qui est méga, c'est justement quand on décide, par exemple, d'acheter les services de Epic Systems. Le problème, c'est la consolidation du pouvoir de ces compagnies-là qui deviennent méga parce qu'ils s'achètent entre elles. Ouais, non, puis après, ça, c'est le layer par-dessus. C'est quand tu vas voir l'actionnariat de ces compagnies-là, ben, beaucoup des plus gros actionnaires, ça va être des gros fonds d'investissement américains comme BlackRock ou Vanguard ou whatever, qui, eux, vont se partager l'actionnariat de plusieurs des plus grosses compagnies américaines. Tout ce lingo qu'on parle live, ça appartient comme un tout petit pourcentage du monde, en fait, de toute l'humanité, qui est comme vraiment partie prenante dans comme la richesse qui se crée avec ça aussi. Il y a un problème que je vois au niveau, peut-être, si on parlait de l'exemple français, là, la suite numérique. Si, par exemple, on avait tous une adresse courriel Québec, genre Gmail québécois, ben ça serait quand même de se dire, est-ce que je fais confiance à l'État pour lui déléguer, tu sais, cette partie comme intime de moi? Tu sais, là, après ça, est-ce que je fais confiance à Gmail? Je sais pas. En même temps, il peut y avoir un projet de loi comme le projet de loi C-22 en ce moment, où est-ce que le gouvernement va juste comme demander à des compagnies privées de leur fournir des systèmes de back-end pour eux-mêmes avoir accès aux données, où il va arriver des affaires comme le Patriot Act, où est-ce que aux États-Unis se sont mis à espionner toute la planète pour supposément lutter contre le terrorisme. Fait que même si c'est des structures privées, ben ça empêche pas les gouvernements de faire comme « Hey, tu sais quoi, on va vous laisser tranquille, vous êtes full gros, mais donnez-nous accès à vos données. » Ben, il suffit aussi d'instaurer un climat genre de crise ou de crise perpétuelle. On est comme dans une genre de crise perpétuelle pour instaurer des mesures comme quote and quote hors de l'ordinaire, puis de faire comme OK, ben genre c'est ça, je m'en vais fouiner dans des données sensibles. Tu sais, puis c'est des enjeux différents, là, parler de temps d'écran, puis de parler de développement de solutions ou d'offres technologiques locales. Le temps d'écran, je pense que c'est une autre affaire complètement. J'aimerais ça de réduire mon temps d'écran, mais est-ce que c'est réaliste? Really? I'm not sure about that. Prochain message nous vient de Sandrine. Salut! Moi, j'aimerais juste ça avoir votre take sur la tangente que prend Jay du Temple depuis un certain temps. Merci! Okay, je pense que je vais laisser la parole à Mounir pour ça. Je pense qu'il connaît plus que moi, d'ailleurs, mais j'ai allé consulter son Instagram, puis j'ai focalisé sur sa bio. Ultra humoriste, drapeau du Canada, supporté par Altitude Sport, Oka, Nax Bar. En mettant ses commanditaires de l'avant, j'ai l'impression que sa tangente, c'est créateur de contenu / influenceur. Ben, c'est Runfluencer. Même lui, il l'a dit. Il a fait une entrevue avec Étienne Paré dans la presse récemment. Jay du Temple. Vas-y. Non, mais je veux dire, Jay du Temple, connu comme l'apogée de qu'est-ce qui peut être un succès populaire, sa run d'Occupation Double. Il a vraiment comme été au pic. Tu sais, la COVID, tout le monde écoutait OD. C'était le visage familier que personne n'avait vraiment de quoi de négatif à dire, à part moi sur YouTube. Toi, t'avais des choses négatives par rapport à lui? C'était pas par rapport à lui, mais c'était par rapport à l'utilisation
OD faisait de lui dans le show, parce que je trouvais que vers la fin de sa run, il était beaucoup trop présent dans le show. Moi, je trouve OD, c'est à propos des candidats. C'est nice que l'animateur soit nice. Pas obligé de tous les blocs commencent avec Jay du Temple qui rentre dans la maison, qui fait une... Tu vois, là, maintenant, avec les deux nouveaux animateurs, vu qu'ils sont comme un peu moins des fan favorites, sont beaucoup moins utilisés. On les remarque moins, puis c'est bien correct de même. C'est rien contre eux. C'est juste que nous, on est là pour les candidats. Puis je trouvais que OD, puis là, on le voit plus maintenant qu'ils ont accéléré les saisons. Au lieu d'être l'idée de, oh my god, on enferme des gens dans une maison, on filme leur quotidien, ben ça devient une série de tournages. Ok, là, on filme 4 jours par semaine. Là, on filme ce bloc-là qui est comme l'annonce du voyage. Là, on filme cette activité-là. Au lieu de vraiment sentir qu'on suit ces gens-là pendant 3 mois qui sont dans une vie-là. Fait qu'il y a de quoi dans la forme qui se perd. Je peux parler d'OD longtemps. Il y a plein de mon catalogue sur YouTube si ça vous intéresse. Mais j'ai rencontré Jay du Temple. On a fait un fait divers ensemble il y a une couple d'années. Puis il était comme à cette croisée des chemins-là où est-ce que c'était au début de la nouvelle saison d'OD où est-ce que lui allait pas être animateur. C'était juste avant qu'il comme se lance dans la course full-time. Puis vraiment avant qu'il décide de devenir YouTuber. On avait parlé justement, puis si ça vous intéresse, cette discussion est encore sur YouTube. On avait parlé de son rapport avec le fait de travailler en télévision, puis juste travailler dans les médias d'héritage en général, ou même de faire produire des gros one-man shows avec des boîtes de prod. Puis qu'est-ce que je sentais en lui, puis je relate quand même à ça, c'est que il y a une volonté d'avoir un immense contrôle sur qu'est-ce qu'il fait. Puis ça vient avec faire des projets indépendants sur YouTube ou comme une podcast comme Café Snake. C'est Daphné puis moi, on a le contrôle total en fait sur qu'est-ce qu'on fait avec Café Snake. Mais du moment que tu décides par exemple de, puis là c'est pas un shade, mais mettons on décide de faire un film à l'ONF, ben à un moment donné, il y a des affaires qui sont hors de ton compte. Mais c'est juste, it's part of the deal. Mais ça peut être plus frustrant quand t'as connu justement l'indépendance, la gentilité, la liberté. Si c'est ça ton expérience dans la création, après ça, faire des compromis, c'est difficile. Puis là, je dis pas ça pour shade personne à l'ONF. Ça aurait pu être n'importe quel autre exemple, comme publié chez Grasset, genre. J'ai eu plusieurs expériences d'édition, puis habituellement, mes éditeurs au Québec m'ont vraiment fait confiance, m'ont laissé faire ce que je voulais. Puis après ça, quand j'ai été adaptée en France, là, ça a été vraiment une autre affaire. Plus tu acceptes de comme participer à cette espèce de danse institutionnelle avec les œuvres que tu crées, ben plus ça vient avec une part de perte de contrôle. Je veux pas nécessairement faire une espèce de psychoanalyse de qu'est-ce qui arrive avec Jay du Temple. Au passage, à tout peut arriver, pas cette année, l'année dernière. Marie-Louise Arsenault a vraiment essayé, en tout cas, de trouver qu'est-ce qui va pas avec Jay du Temple. Bon, on l'a écouté ensemble, c'était malaisant. Ah, ok, j'allais dire, je pense que j'étais là, mais... Il y a plein de gens qui ont des théories, comme, oh my god, Jay du Temple court pour s'enfuir de ses problèmes. Je crois que c'est du nonsense, tout ça, là. Le sport, ça a beaucoup structuré sa vie. Il a joué au foot, il a fait du stand-up, puis le stand-up, c'est très cette mentalité d'athlète qui se met dans le psyche du stand-up, de genre, mon craft, le gym, les open mic, et là, il se retrouve à la course, tu sais, il se dit ultra influenceur parce que justement, il court des ultras qui est comme ces espèces de courses dans le bois. Mais l'humour dans tout ça est parti ou? Il dit que dans l'entrevue qu'il y a un 15 minutes de stand-up. Moi, j'écoute quand même pas mal tous ses vlogs puis vidéos sur YouTube. Ah ouais? Puis quand il est allé à Paris faire son marathon, ben juste avant à Marseille, il avait fait une soirée d'humour, il avait fait un set d'humour, tu sais. Il est encore là-dedans, mais je pense que il a atteint l'espèce d'endroit, puis je sais pas de quel milieu qui vient vraiment, mais il y a un espèce de confort financier. Il génère du revenu avec ses productions indépendantes sur YouTube. C'est pas notre problème qu'est-ce qu'il fait avec sa carrière. Il est good, genre, tu sais. Puis je pense que avoir trouvé cette niche-là, qui est vraiment pas développée au Québec, d'amener des productions vraiment léchées, genre vraiment bien faites autour de ses accomplissements athlétiques, ben c'est du contenu que les gens adorent. Les gens adorent ça. Ben oui, il y a tellement de views sur ses vidéos. Ok, je savais pas. C'est comme foncièrement quelqu'un d'attachant, tu sais. Il y a pas de l'air d'être... Ben, je pense que c'est ça son personnage, attachant. Ouais, 100%, tu sais. Il y a pas d'opinion politique, là. Il prend pas position. Non, je pense pas qu'il... Puis, tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce qu'après, si tu vas plus large, on pourrait parler de comme tout le phénomène de la course à pied, comment ça s'est développé, de Strava, l'application de course sociale, comme qu'ils disent, parce que c'est comme un réseau social, mais aussi une plateforme qui donne des outils pour comme monitorer ses entraînements, ses performances. Et bientôt, elle va IPO. Donc, Strava va devenir une compagnie publique à la bourse. Ça, c'est quand même intéressant parce que souvent, c'est comme le moment ou le début des moments où est-ce que des applications s'emmerdifient, là. Ouais, l'enshittification, parce que nécessairement, quand tu deviens public, donc t'es rendu à la bourse, ben t'as comme un devoir envers les actionnaires de générer toujours plus de profit. Ça, à long terme, ben ça t'oblige à couper les coins ronds, faire en sorte que ton application est de plus en plus gamifiée, de plus en plus de paywall, donc elle devient moins séduisante ou moins intéressante à utiliser. C'est comme les updates commencent à devenir de plus en plus gossantes et de moins en moins innovantes. Dans le back-end de Strava, en fait, il y a quand même des affaires qui se passent que j'étais pas au courant. Là, j'ai lu un texte de TechCrunch, là, il y a une entrevue avec le CEO que je peux vous mettre, là, une entrevue qui date de la fin mai 2026. Strava qui dit que sa communauté de développeurs a passé de 185 000 à 241
un 1000 cette année. Donc, c'est tous les gens qui payent pour avoir accès aux API de Strava pour développer des structures qui utilisent Strava. Fait que pas les gens qui développent, qui sont employés de Strava, mais tous les gens qui créent du contenu genre para-Strava. Peut-être comme une application qui serait... Qui prendrait les données de Strava, qui l'intégrait, mettons, t'as une montre intelligente, une application que tu peux rentrer ça pour te créer un club de course, whatever, on intègre les Strava, tout le monde, on crée une application de groupe de course qui prend les données Strava, whatever. Je sais qu'il y a la fonctionnalité groupe dans Strava, je veux juste dire. Puis Strava qui dit que dans le fond, son plus gros problème, c'est le data breach, en fait, parce que quand on y pense, tu donnes beaucoup accès à ta localisation pour Strava, puis il y a déjà eu des enjeux de gens qui se font stalker sur Strava. Des militaires, en fait, qui se font prendre à faire des courses sur des... Ouais, les militaires, les services secrets français qu'on avait vu. Là, Strava a déjà comme commencé à prendre des steps pour ça. C'est un peu comme Instagram, parce que sur Instagram, tu peux pas juste te mettre sur ton ordi si t'es pas connecté à ton compte. Tu peux pas comme aller regarder le profil de quelqu'un. Faut que tu sois connecté à un compte Instagram pour pouvoir voir les profils du monde. Ah ouais. Fait que là, c'est déjà ce nouveau step-là. Si t'as un compte public sur Strava, ben, tu peux plus, en fait, juste le consulter si t'es pas connecté. Puis en fait, eux, ils disent que leur plus gros enjeu, c'est le data scraping. Parce que plein de gens envoient des outils d'intelligence artificielle pour scraper toute le data de localisation qu'il y a avec Strava. Puis ils disaient que c'était vraiment ça leur plus gros challenge. Pour savoir où est-ce que les gens sont? Ouais, savoir qui les gens sont, c'est quoi leurs habitudes de course, d'entraînement. Puis là, c'est juste une citation de CEO que je trouve intéressante. Ça dit, je vais le traduire, dans une entrevue avec TechCrunch, Michael Martin, le CEO de Strava, dit, puis là, je vais dire en anglais ça, Unchecked AI scraping could be the death knell of the public internet. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé chez Strava, mais ce qu'il voudrait dire, c'est que maintenant, pour aller consulter n'importe quel contenu de n'importe quel site, faudrait que tu aies un compte, parce que sinon, on suspecterait que tu es une intelligence artificielle qui vient juste prendre la donnée, puis ensuite, peut-être, pour créer d'autres modèles d'intelligence artificielle, les gens qui veulent entraîner des modèles, tu sais, par exemple, t'es comme, quelle course je devrais faire? Je suis dans Rosemont, blabla, suggère-moi un pathway intéressant où est-ce que j'ai une belle vue. Un AI irait prendre les données des gens qui ont fait des courses dans Rosemont pour te faire, voici un itinéraire, puis celui-là. Fait que je trouve ça intéressant. C'est, en ce moment, moi, j'utilise pas des sites où est-ce que je suis pas nécessairement connecté, mais je pense que ça va être une tangente aussi que tous les autres sites vont prendre, comme Instagram ou comme Strava maintenant. Fait que ça, c'est intéressant. Mais j'ai pas vraiment gros chose à dire sur la tangente, j'ai du temps. Je pense que la pandémie a peut-être à voir avec l'avènement à large scale de la course à pied. Ben, c'est plus large que la pandémie. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fomentait bien avant. Là. Par exemple, j'ai été libraire longtemps au John & Quatuli, puis à chaque mois, il y avait un club de course qui avait un club de lecture. Donc, ils lisaient des livres autour de la course à pied. Fait que c'était déjà comme t'es dans le Mile-End, il y a un engouement pour ça. Il y a même des ouvrages qui se vendent autour de ça. Puis là, ça a juste comme boomé dans les dernières années parce que c'est lié aussi à cette idée de prendre soin de soi. Puis c'est une pratique qui est rendue sociale aussi. Tu rencontres des gens. Qui est sociale puis qui est comme aussi relationnelle. Ça a rapport avec la gentrification aussi. Le monde de screenshots Strava dans les profils Hinge. Toute cette idée d'avoir accès à des données sur soi, tu sais, à s'évaluer avec des métriques. Les gens qui portent des bagues, j'ai oublié le nom des bagues, là, les Oura Ring, qui vont mesurer toutes sortes de choses dans ton corps pour te dire, t'as bien dormi aujourd'hui ou tu sais, fais attention à ci, à ça. Ben, c'est un peu ça, tu sais, on s'envisage à travers les données maintenant parce qu'on a tellement accès à ces données-là, que ce soit avec ces applications ou même juste la structure des réseaux sociaux. Fait que les gens veulent optimiser, sont engagés dans un processus d'optimisation physique ou même, tu sais, de tous les aspects de leur vie. Puis je pense que ça s'imbrique bien là-dedans, le Strava, parce que tu peux gamifier aussi ta forme physique, tu sais, essayer toujours de te dépasser ou même de montrer aux gens que tu t'es dépassé. Donc, c'était un épisode des lignes ouvertes de Café Snake. Bon été! Merci de nous écouter, de nous soutenir. On est vraiment privilégiés. On est de retour le 25 août. Ben, moi, en tout cas, je vais vous revenir avec la formule hybride de Café Snake qu'on va vous présenter en temps et lieu. Exactement. Merci à tout le monde d'écouter, puis j'espère que vous passez un très bel été. Merci beaucoup. La musique d'intro et de outro. Aslo. A-Z-L-O.